Welcome everyone to our joint AFPME SIOMS webinar series. Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Je suis directrice associée dans IFPMA. Pendant que le plus de participants nous rejoignent dans la session, laissez-moi vous rappeler quelques règles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, comme vous l'avez remarqué, le webinaire est en anglais. Nous fournissons des services d'interprétation en français et en portugais. Donc, vous pouvez changer les langues en utilisant l'icône de globe au bas de votre écran. Donc, tous les participants garderont leur micro coupé. S'il vous plaît, utilisez la boîte de la question-réponse pour poser des questions aux intervenants. S'il y a une question que vous aimeriez demander, vous pouvez aussi poser les questions. Le webinaire est enregistré. Les présentations et les vidéos seront disponibles sur le site web ifpma.org après le webinaire. Premièrement, dans le prochain diapo, j'aimerais vous présenter les rapports qu'on va parcourir aujourd'hui. Ça, c'est un ensemble de 2 questions là où nous aimerions obtenir vos retours d'informations par rapport aux recherches cliniques en Afrique. S'il vous plaît, allez-y et ouvrir le sondage, disons, la liste de questions à répondre. Donc, vous pouvez scanner le code ici à partir de votre tablette par rapport à la langue à laquelle vous aimeriez bien, au travers de laquelle vous aimeriez bien répondre aux questions, donc votre langue de choix. Utilisez le code spécifique qui apparaît au bas, code QR. Nous demandons à tous les participants de nous rejoindre et nous donner les retours d'informations et les liens vont apparaître à la boîte de chat sur la plateforme Zoom et ça sera accessible pendant le webinaire et aussi les sondages en anglais seront présentés aussi. En fait, les pôles vous seront présentés, disons, les sondages vous seront présentés et les résultats aussi des sondages vous seront fournis. Et maintenant, j'aimerais inviter mon collègue Narcisse à prendre la parole. À vous la parole, Zéna. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tout le monde. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos participants, nos présentateurs, nos panélistes à notre webinaire aujourd'hui. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est notre toute première webinaire de l'année. Je suis Zainab Aziz. Je suis directrice associée à Novis, donc pour les opérations stratégiques en Afrique subsaharienne et l'équipe de l'Afrique. Je représente l'IFPMA. En tant qu'association industrielle, les membres du FPMA incluent 39 sociétés pharmaceutiques. Il y a aussi un réseau régulateur ARN qui travaille en partenariat avec les autorités de réglementation dans l'industrie pharmaceutique et beaucoup d'autres parties prenantes en Afrique pour soutenir les meilleures pratiques pour permettre l'accès à la bonne qualité des médicaments au niveau continental, régional et disons continental et régional. Aujourd'hui, FPMA est en collaboration avec SIOMS pour discuter de l'importance des systèmes de réglementation évoluants et les régulations pour soutenir la conduite des essais cliniques et par rapport aux normes ou standards internationaux. Ça, c'est le premier webinaire qui a été planifié. Il y a une série de webinaires planifiés et ces séries de webinaires vont se focaliser, ça va se focaliser en collaboration en Afrique sur la communauté, ce que la communauté peut apporter contribution dans les recherches cliniques et le renforcement des structures, des structures de recherche clinique. Nous avons un agenda, un ordre du jour vraiment intéressant pour aujourd'hui. Nous avons d'abord la présentation qui sera faite par le docteur Samuel Azam de l'OMS, suivi par
présentation du docteur Lembi Trago qui est de SIOMS et nous allons voir les résultats, comme sera la mention des résultats des sondages. Et nous allons aller maintenant à la discussion du panel, là où nous avons un panel vraiment divers et nous sommes vraiment honorés d'avoir quelques experts aujourd'hui de l'Institut de KVI, de l'Institut de recherche clinique de Nairobi. Nous attendons avec impatience de suivre nos intervenants aujourd'hui, nos panélistes. Les essais cliniques font partie fondamentale des recherches cliniques pour le développement de nouveaux médicaments ou encore l'utilisation de nouveaux médicaments. Les bonnes pratiques cliniques ou recherches requièrent un environnement propice, des infrastructures et capacités, disons, pour stimuler les bonnes capacités. Et il y a nécessité de promouvoir de bonnes recherches cliniques avancées, particulièrement en Afrique. Il y a aussi la responsabilité des GTV qui est partagée avec toutes les parties impliquées, les personnels, aussi l'autorité de la régulation. Et l'industrie biopharmaceutique est activement engagée avec les essais cliniques en Afrique et ça a publié une série d'études de cas. Et on peut aussi fournir les liens à ces études de cas dans le chat. Et les membres de l'IFPMA sont engagés à contribuer à la connaissance afin d'étendre les infrastructures de recherche clinique en Afrique du Sud. C'est là pour améliorer davantage les paysages de recherche clinique en Afrique, une approche multidisciplinaire et une collaboration entre les régulateurs, l'industrie régulateur et différents groupes sont impliqués. Donc, il y a un standard éthique au niveau international pour s'assurer la sûreté ou la sécurité de chaque patient dans chaque pays là où ces essais sont conduits, sont faits. Donc, il doit y avoir des essais régionaux, globaux, et pour permettre le renforcement des capacités, y compris les essais des essais cliniques au niveau des sites dans des pays à faible revenu en Afrique. Donc, ça fait partie du partage d'opportunités. Cela va baliser les chemins pour plus en Afrique. Et en dit cela, j'aimerais repasser la parole à Sanville. Juste en guise d'introduction, le docteur Samvel est un pédiatre et il travaille dans la réglementation des produits médicaux. Il a 20 ans d'expérience dans l'OMS dans une grande gamme de rôles de leadership. Il dirige actuellement l'équipe de réseau de conversation dans notre quartier général de l'OMS en Genève. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bon après-midi, bonjour, chers participants. J'aimerais commencer ma présentation, mais j'essaierai d'être vraiment trop court et donner plus de temps pour les discussions. Prochaine diapo, s'il vous plaît, avec la déclaration sur l'importance des produits médicaux dans le contexte de la santé publique. Comme vous le savez, le droit à la santé est l'un des droits vraiment basiques, indispensables des hommes. Mais on ne peut pas réaliser ces droits sans accès aux produits médicaux les plus importants. Et aujourd'hui, prochaine diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, malheureusement, l'accès aux produits pharmaceutiques demeure encore un défi. Donc, comme par rapport aux estimations de l'OMS, il y a au moins 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès ou encore l'accès limité aux médicaments. Et cette situation les empêche avoir les opportunités d'utiliser tous les bénéfices de la science ou des médecines ou des technologies avancées. Il y a différentes raisons pour ces situations dramatiques qui incluent le manque de capacités réglementaires, manque de collaboration ou de partage d'informations parmi les autorités de régulation. Nous vivons aussi dans une situation telle que les urgences de santé publique connaissent un nombre de conflits militaires qui créent aussi des problèmes sérieux qui ne causent pas seulement des pertes directes de vie, mais aussi cela
a des conséquences sévères sur les systèmes de santé et ça augmente les problèmes aussi à l'accès aux médicaments. Nous reconnaissons aussi l'importance de la science médicale et la technologie en améliorant l'accès aux produits médicaux. Et encore, nous vivons dans une situation telle que là où la science médicale et la technologie avancent en termes de la science et de la chimie innovative ou encore conception des produits ou dans la génétique, dans la médecine pour que nous expérimentions et avec plus d'évidence dans la technologie pour beaucoup d'automation et beaucoup d'autres opérations. Et en même temps, il y a des conditions qui augmentent depuis les décennies passées. Prochain diapo, s'il vous plaît. Nous savons que pour n'importe quel produit médical, pour que cela entre dans le marché d'un pays, en tout cas, ça doit être approuvé par l'autorité de régulation nationale. Donc, l'OMS a une résolution qui est vraiment vocale, donc qui articule l'importance d'avoir une capacité forte de régulation et donc qui est un composant essentiel pour le fonctionnement du système de santé. Donc, cela affirme l'autorité de régulation dans le monde. Donc, et c'est pour ça atteint le niveau de maturité 3 ou 4. Il y a aussi quelques réflexions ou interprétations de manque de compétences chez les personnels ou encore manque de technologie, soit manque de personnel ou soit de compétences ou de technologie et aussi manque de vision. Donc, prochain diapo, s'il vous plaît. L'OMS est très préoccupé par la situation et nous y mettons l'effort afin de faciliter une bonne qualité pour la prise de décision dans la réglementation sur base de la reliance. Et donc, premièrement, il faut une bonne gouvernance et transparence dans le secteur des médicaments. Nous faisons aussi la promotion et la facilitation du processus de la distribution pour bâtir un système de régulation nationale. Et donc, ça doit être un processus de référence. Donc, ça contribue vers la réalisation, vers de grandes réalisations, et nous serons capables d'adresser les priorités de santé publique. Nous comprenons aussi que les systèmes de régulation avec un travail ou une main-d'œuvre vraiment avec compétences pour développer les cadres de compétences au niveau mondial. Et cela est fortement lié à l'outil des références. Donc, ce qui est très important, c'est la dépendance. S'il vous plaît, allez au diapo précédent. Au travers de la coopération des régulations, le partage de travail sur base de la dépendance. Il y a aussi des autorités de réglementation afin d'informer afin de bien informer sur la prise de décision. Prochain diapo, s'il vous plaît. Ce diapo démontre quelques indicateurs critiques qui font partie de l'outil de référence de l'OMS en rapport avec la régulation sur les essais cliniques. Il y a aussi une supervision d'éthique. Vous voyez que ces indicateurs sont vraiment détaillés et ils sont disponibles au public. Et pour vous épargner du temps, je vais suggérer que vous puissiez suivre les liens disponibles sur ces diapos afin que vous ayez plus
des détails d'information. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'ai mentionné de bonnes pratiques de dépendance à l'OMS. Ça, c'est quelque chose avec laquelle l'OMS est très, très impliquée récemment. Heureusement, un document sur les bonnes pratiques de dépendance a été issu au mois d'octobre 2020 et publié au mars. Et il n'y a pas de commentaire pour la première fois que cela est fourni. Alors, la définition, qu'est-ce que c'est? Quand on nous parle relais sur la dépendance, selon l'OMS, c'est l'acte au travers lequel l'autorité de régulation ou une juridiction vise à rendre compte d'une manière significative au travers des évaluations faites par d'autres autorités de régulation ou des institutions de confiance. Et cela les aide à atteindre leur rôle de la décision de réglementation. Nous soulignons aussi l'importance de la coopération réglementaire en faisant aussi bon usage des expertises qui va nous aider à éviter des demandes ou des applications non nécessaires. Donc, là où les ressources sont les plus voulues. Et ce concept s'applique au cycle de vie du produit. Il y a aussi une fonction de régulation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le diapo présente plus de détails sur la manière dont la dépendance est applicable sur la régulation des essais cliniques. Aussi, il y a des évaluations des essais cliniques qui sont utilisés dans quelques régions et on va voir aujourd'hui quelques exemples pour le Forum africain de vaccins. On va faire l'évaluation dans le contexte de l'Union européenne. Il y a des questions là où, en évaluant les demandes pour l'autorisation des essais cliniques, les autorités de régulation nationale et les comités de l'éthique qui peuvent bénéficier des évaluations déjà faites par d'autres parties prenantes ou d'autres pays en facilitant et en assurant le processus d'évaluation. En tout cas, la dépendance, c'est un concept clé pour un accès efficace et une supervision efficace pour les produits médicaux et en cas d'urgence pour les essais cliniques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'OMS a mis ensemble une sorte de processus pour optimiser les recherches et le développement pour l'accélération, pour l'accès aux produits. Et premièrement, cela souligne l'accès et la dimension déjà au début de ma présentation, l'accès approprié aux produits, ce qui est essentiel afin d'atteindre la mission de l'OMS. Et bien sûr, l'accès ne peut pas être réalisé sans promouvoir la recherche et le développement pour de nouveaux produits, et aussi en facilitant l'introduction de cela dans la communauté mondiale. L'OMS a développé ce processus optimisé qui permet aux activités de l'OMS dans quelques endroits importants ou dans quelques domaines importants de devenir cohérents et efficaces avec un impact augmenté sur la santé, accru sur la santé. Donc, le conseil de développement des produits de santé, ce sont des activités que les lignes directrices et le développement de l'OMS, ce qui est très important pour soutenir la mise en œuvre dans les pays. Il y a leur rôle, c'est de s'assurer qu'il y a un développement des produits de santé. Ils doivent s'adresser aussi aux besoins de la santé globale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose que l'OMS a développé depuis très longtemps. Donc,
la mise en œuvre de bonnes pratiques la mise en œuvre de bonnes pratiques de recherche. Donc, il y a aussi une définition générale de la recherche humaine, ce qui est beaucoup plus en ligne avec les attentes de l'OMS. Et cela est décrit aussi dans la gouvernance et procédure. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, ce sont les principes des GCP qui sont soulignés dans les diapos précédents. Comme vous pouvez voir ici, il y a les lignes directrices de GCP dans différentes juridictions. Il s'adresse beaucoup plus à l'élément tel que l'identification des risques et s'applique à l'évaluation des bénéfices des risques. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses. Le professeur Rago va présenter sur le développement important des SIOMS, des KIOMS, si vous le voulez. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On a placé aussi beaucoup d'attention dans la régulation des essais cliniques en se focalisant sur la sûreté des patients. Donc, la réunion la plus récente en face à face, c'était en Ireland, là où quelques recommandations à l'OMS sur la facilitation de l'échange d'informations des essais cliniques et aussi recommandations aux États membres pour la mise en œuvre de toutes ligne directrice de l'OMS existante pour toute population, enfants, femmes. Et ça, c'est aussi très important. Une question de ligne directrice vraiment très importante. Prochain diapo. Je vois que ça, c'est mon dernier diapo. Au lieu de la conclusion, juste pour mentionner que la pandémie de la COVID-19 a généré plusieurs sortes d'histoires des essais cliniques. Dans un temps vraiment record, nous avions eu plus de 17 000 essais cliniques initiés partout dans le monde. Heureusement, d'une manière très prédictive, moins de pourcents ont conduit à l'évidence utile générée. En tout cas, beaucoup de ressources n'ont été que gaspillées. Vous pouvez imaginer combien de droits allaient être reçus si les ressources ont été utilisées de manière appropriée. Donc, l'OMS, sous sa résolution 75.8, reconnaît aussi que donc, les essais cliniques bien conçus et bien implémentés sont indispensables pour l'évaluation de la sûreté, de l'efficacité des interventions de la santé. Donc ici, il faut identifier et proposer les meilleures pratiques et d'autres mesures afin de renforcer l'écosystème des essais cliniques mondial. Et donc, il doit y avoir des initiatives pertinentes appropriées. On doit essayer de faire bon usage des ressources pour organiser le processus d'une telle manière telle que nous générions beaucoup plus d'impact positif. Et le prochain diapo, c'est mon dernier diapo. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation en soulevant des points importants sur la régulation des essais cliniques et aussi en comptant sur la dépendance sur les essais cliniques. Avant d'aller au prochain intervenant, pour le bénéfice des participants qui nous ont rejoints un peu légèrement en retard, nous avons notre fonction de questions-réponses ouverte. Placez-y vos questions s'il y en a. Donc, nous avons aussi un sondage. Le lien sur le sondage est disponible dans le chat. Et nous allons voir la présentation qui sera faite par le docteur Lembet. Il est un professeur de la pharmacologie dans une pharmacologie clinique. Il est aussi fondateur de l'autorité de régulation
d'une autorité de régulation. Il a travaillé pour renforcer les systèmes de régulation, y compris combattre les médicaments fortifiés et développer un réseau de vigilance sur les médicaments dans des pays à revenus moyens. Le docteur détient la position de secrétaire général de la science pour le Conseil international pour les organisations internationales dans la science médicale. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, docteur. À vous la parole. Merci beaucoup pour votre introduction, cette bonne introduction, cette bonne présentation. Allons au prochain diapo. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est juste de vous donner les niveaux élevés de la compréhension sur ce que c'est le Conseil des organisations internationales sur la science médicale. Et aussi, je vais vous donner des rapports de groupe de travail qui est pertinent au sujet aujourd'hui. Ce qui est récent aujourd'hui, c'est les recherches cliniques dans des établissements de ressources limitées. C'est là où notre attention sera le plus basée. Et enfin, je vais faire la conclusion. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le Conseil pour les organisations internationales de sciences médicales a été fondé en 1949 par l'OMS et donc par l'UNESCO et l'UNESCO, allais-je dire. Il a elle a des relations officielles avec l'OMS, l'UNESCO et les partenaires associés de l'UNESCO. Il y a les partenariats au travers des orientations. Alors, prochain diapo. SIOM a une grande adhésion. Il y a des membres associés. Il y a des membres internationaux qui sont de grandes organisations internationales comme des associations médicales qui rejoignent tous les docteurs médicaux dans le monde, dans le pays. Il y a aussi, bien sûr, des organisations de sciences médicales organisées, disons, telles que le pharmacovigilance, il y a le pharmacoépidémiologie. Il y a des organisations nationales qui sont des organisations très importantes que les académies de sciences médicales et aussi le Conseil national de recherche médicale, par exemple, le Conseil national de recherche en Afrique du Sud. Il y a aussi une pléthore de membres associés. Je ne vais pas aller en profondeur de cela. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les SIOM, en fait, les domaines des travaux des SIOMs, il y en a d'abord, depuis 1967, c'est les bioéthiques. Et nous avons une partie prominente de notre travail, c'est la pharmacovigilance. Et bien sûr, il y a beaucoup de ce qui est défini. Cela sera mis sous la parapluie. Il y a aussi le produit de développement, qui est le troisième. Alors, venant des publications récentes de la science, je dirais les deux. Donc, premièrement, les lignes directrices de l'éthique internationale en rapport avec les recherches impliquant les humains en 2016, ce qui a été préparé en collaboration avec l'OMS. Et l'objectif de cette publication doit être de faciliter la mise en œuvre d'une association médicale bien connue de Helsinki. Donc, ces deux documents de ressources sont disponibles dans toutes les langues comme dans le japonais, le coréen, l'ukrainien. Il y a aussi d'autres langues. Cela aussi a des modules de formation en différentes langues. Et aussi quelques questions venant des participants. Je peux déjà vous dire, les réponses sont dans ces livres. Il y avait une question sur les échanges avec les communautés. Il y a une directrice spécifique dans ce document. Il y a la ligne directrice 23 qui est par rapport à la composition. Donc, il y a plusieurs choses. Maintenant, on ne va pas aller en détail. Alors, en 2021, les défis cliniques ou les ressources limitées, on a essayé de vous donner beaucoup plus d'informations, donc afin de promouvoir les bonnes pratiques.
dans des endroits à ressources limitées. Cela est déjà dans le domaine public. Il y a quelques réflexions de synopsis. Prochain diapo. Le rapport de la recherche clinique dans des établissements à ressources limitées. Au mois de novembre 2017, SIOMS a invité un groupe de travail des scientifiques principaux venant des autorités de régulation de l'industrie pharmaceutique publique et les partenariats publics-privés pour le développement et académie. Et cela a conduit à la rédaction qui a été donnée au sous-groupe éditorial. Donc, cela a conduit au sous-groupe éditorial à la rédaction des rapports publiés pour commentaires et enfin au rapport publié. Donc, plus de 130 commentaires ont été reçus et on les a documentés et on s'est adressé à ces commentaires d'une manière systématique. Donc, le rapport a été publié en 2021 au mois de juin. Prochain diapo. Le rapport est très pertinent au sujet du webinaire d'aujourd'hui parce que ça a un résumé exécutif qui a des recommandations de haut niveau. Je dois dire que ce document est spécifique en termes de tous les chapitres qui sont en appendice. Donc, alors, les chapitres ont été au nombre de 5, les fonds et la déclaration de programme, l'environnement de recherche, obstacles et le point qui permet à ce rapport. Et chapitre 3, ce sont les principes d'orientation pour la recherche clinique, considération de l'éthique, qui s'occupe de la combinaison des rapports cités précédemment. Ils ne s'excluent pas l'un à l'autre, mais ils se complémentent l'un à l'autre. Et enfin, les considérations scientifiques. Il y a un bon nombre d'appendices qui sont dédiés aux populations spéciales, femmes et enfants, la technologie digitale, donc technologie numérique, comment utiliser cela. Et il y a quelques spécificités, quelques études de cas, aussi quelques questions de recherche clinique de nos jours. Donc, ce type de recherches sont en cours là où il y a dans des établissements de ressources limitées. Et bien sûr, il y a un groupe de membres et aussi la liste des commentateurs. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, les recommandations, comme je l'ai dit, qui sont des recommandations de haut niveau, et ils sont groupés aux audiences ou au public privé. Nous les identifions au travers de 3 différents publics, au gouvernement et aux autorités de régulation, aux chercheurs et aux organisations internationales et bailleurs de fonds. Et bien sûr, ceci sera présenté avec le grand nombre de chapitres et ensuite les recommandations prochaines d'apport. Quelques exemples venant des recommandations et de l'autorité de régulation gouvernementale. On doit considérer aussi les leçons apprises des différents pays. Ça doit inspirer aussi les recherches cliniques. On doit aussi considérer la technologie afin de bâtir un système de transparence qui peut être utilisé pour une qualité élevée dans les recherches, recherches cliniques. Donc, nous devons identifier les obstacles nécessaires et réduire la bureaucratie. Donc, aussi sur les décisions d'autorité par quoi cela est possible. Prochain diapo. Alors, fondamentalement, si vous voyez du côté gauche les chapitres et à droite, vous voyez, il y a des sous-sections des chapitres en vert. Là, vous pouvez trouver un nombre spécifique de recommandations. Alors, dû au temps, je ne peux pas parcourir tout ça là, mais je vous encourage à lire les rapports. Prochain diapo.
Alors, ça, c'est juste un exemple sur la manière dont chaque recommandation de chapitre est présentée. Vous pouvez voir dans ces exemples, ils sont là soit pour les grands partis prenants, ou des fois les grands partis, disons les parties prenantes principales. Et toutes les parties prenantes doivent suivre la communication des bonnes pratiques, et aussi cela doit être consistant. Il y a beaucoup d'autres détails, des recommandations dans ces rapports. Alors, prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, que dois-je dire en conclusion sur ces rapports? On pouvait dire que toutes les recherches cliniques sont nécessaires pour combattre les maladies affectant les personnes vivant dans des endroits ou établissements à ressources limitées. Donc, les systèmes d'examen de l'éthique ou de révision de l'éthique et les supervisions réglementaires demeurent fragiles. Donc, il y a quelques défis auxquels nous faisons face dans des endroits, établissements à ressources limitées. Donc, nous devons voir les conditions réglementaires des GCP, même dans des recherches académiques, il doit y avoir des aspirations afin de suivre les GCP le plus possible. Et nous devons aussi dire que chacune des études est différente. Alors, il y a une responsabilité de refléter sur l'aspect de l'éthique avant de soumettre une proposition pour approbation. Et bien sûr, l'environnement d'aujourd'hui requiert d'une manière montante des bases. Alors, nous devons incorporer cela dans le processus. Ce rapport est aussi un appel à l'action pour toutes les parties prenantes, les bailleurs de fonds, les scientifiques, les représentants des communautés régulateurs et gouvernements. Ici, ils doivent collaborer pour adresser les recommandations d'objectifs. Et enfin, l'objectif sera de créer un bon écosystème, comme je l'ai dit, avec cela a été dit par mes prédécesseurs. Il y a des recherches académiques qui méritent un écosystème meilleur. Alors, ce nouveau rapport de 2021 a été discuté dans plusieurs forums et SIOMS essaye d'augmenter ses capacités. Donc, nous voulons vraiment faire avancer la mise en œuvre en voyant l'aspiration de ces rapports, y compris plusieurs recommandations. Cela est beaucoup plus aussi aligné avec les directions données par la résolution pour le renforcement des essais cliniques. Alors, tout ceci doit être mis ensemble et obtenir les directions pour une bonne mise en œuvre. Et la plupart, en fait, dans le rapport de SIOMS et aussi d'autres documents pertinents des réglementations et d'autres organisations afin de faciliter un bon écosystème pour les recherches cliniques. Prochain diapo. Merci. Thank you very much, Lambert, for that interesting Merci presentation. beaucoup, Lambert, pour cette présentation importante, pour nous avoir donné l'aperçu de ces recommandations sur la science. C'est très encourageant de voir ces rapports encore. Alors, nous allons maintenant voir une image, disons un aperçu sur les résultats des sondages. Laissez-moi voir si les résultats vont apparaître tout de suite. Oui. Alors, la question de savoir si votre organisation a conduit des essais cliniques en Afrique, on peut voir que la majorité des réponses, donc 58 répondants ont dit oui, il y a 32 qui ont dit non, nous sommes à 33 maintenant, et il y a 13 qui ont dit cela n'est pas applicable.
probablement Thank you pas so much. applicable The par rapport à numbers leur are rôle de leur growing, fonction. and Est-ce que now je vois le 67 nombre for yes, so that's augmenter? very encouraging. Maintenant, Thank you so much 67 for your pour oui, responses. c'est très encourageant. Moving to the Beaucoup next d'entre vous question. répondent. Allant maintenant dans la prochaine Which question. regulatory challenges have you been facing when conducting clinical trials? Please Quels select défis de régulation auxquels avez-vous fait face en faisant des essais cliniques? go through each. Donc, je ne vais pas parcourir tous les défis, mais c'est vraiment pour nous de savoir quels sont les défis Our training purposes, pour aider aussi pour des raisons de formation. Donc, on peut tacler aussi quelques-uns de ces défis et discuter encore beaucoup plus en profondeur de ces défis. Alors, ayant dit ça, je vais repasser la parole à Lambert une fois de plus afin de commencer notre discussion de panel. Merci beaucoup, Lambert. Merci. Allons au prochain diapo pour nos panélistes. We have now the time to go to the panel discussion. Nous avons maintenant le temps d'aller à la discussion du panel. Avant d'aller à la discussion du panel, c'est un grand plaisir et un honneur d'avoir un niveau élevé de présentation des panélistes que nous avons ici. Excusez-moi en avance si je commets quelques erreurs en prononçant les noms des panélistes. C'est un grand honneur et plaisir de rencontrer le docteur Brutumero, qui est venant de l'Afrique du Sud, qui est l'autorité de la régulation de la santé. C'est un plaisir de faire, de reconnaître le docteur Yol Leako, qui est de l'Institut de recherche de l'Université de Nairobi. Il y a le docteur Ben-Niam Yakubu, qui est de la division de cette clinique au Nigeria. Il est aussi dans notre comité technique. Il y a M. Imen Ben Abdallah, gérant au niveau du pays, Libye et Tunisie. Il y a le docteur Diadé Maïga du bureau régional de la régulation de l'OMS. Il y a le docteur qui est dans le docteur Fabienne Benoist, qui travaille dans le DND, qui est responsable également des affaires réglementaires, affaires de régulation. Donc, cela sera les investigateurs cliniques en Afrique. Ils jouent une partie importante dans l'équation. J'ai ici avec moi la question venant des investigateurs et aux panélistes. Quel est votre plus grand... Quelles sont les barrières en termes de régulation et quels sont les problèmes auxquels vous avez fait face? Walter, vous avez la parole. Merci, Lambert. Merci pour l'opportunité d'avoir été dans ces panels. To timelines. The time that it takes to get regulatory and ethics approval. Le temps que ça prend pour avoir les approbations. Parlant à d'autres chercheurs, cela doit être considéré comme étant l'un des grands problèmes que nous avons comme chercheurs. Il a un problème. Donc, le temps vraiment élargi des examens était signalé comme étant un problème. Si nous pouvons être en mesure de réduire le temps de l'examen des protocoles, les processus d'éthique et de la réglementation, cela va vraiment aider beaucoup en encourageant et en promotant des recherches cliniques en Afrique. Alors, la question naturelle, donc, comment cela peut-il être fait? Je pense que quand vous considérez beaucoup de procédures d'opérations pour
l'approbation. J'ai regardé à quelques standards, ils n'ont pas de temps, vraiment d'échéance. Alors, s'il peut y avoir un engagement par les autorités de réglementation d'être à mesure de dire que si vous soumettez votre protocole pour l'examen, vous devez peut-être dans autant de temps recevoir les commentaires et que les autorités de réglementation respectent ces temps. Je sais que cela est lié aussi à la question de capacité en termes de personnes qui doivent vraiment revoir ou examiner les protocoles pour respecter ces temps-là. Merci beaucoup. Now let's move and get reflection Passons from the maintenant representative. au représentant de IFPME. Dites-nous un peu de votre expérience en faisant des essais cliniques en Afrique. Pouvez-vous expliquer les défis liés à la réglementation auxquels vous avez eu à faire face? Merci beaucoup. Je suis contente d'être ici en discutant sur la recherche clinique en Afrique. IFPMA, donc, comme a été dit, très engagé donc, dans ces efforts cliniques, beaucoup d'efforts et notre engagement est de vraiment respecter les normes sur les protocoles ainsi que l'éthique. Je suis contente que nous partageons beaucoup de domaines pour des solutions. Ainsi, du point de vue des défis, je vais un peu partager l'expérience des roches. Nous avons l'expérience de 25 ans des essais cliniques en Afrique. Les 5 dernières années, nous avons réussi à faire un grand progrès en termes d'ouverture des sites. Nous avons fait à peu près quelques sites et nous avons fait à peu près 44 études donc en Afrique, donc à peu près plus de 100 patients. Nous sommes contents d'avoir ces chiffres, mais nous disons nous pouvons même faire mieux quand en ce qui concerne donc les solutions par là, comme Dr. Walter, quand vous parlez des échéances, des approbations, même de la soumission, parce que nous n'avons pas des exigences harmonisées, cela demande la personnalisation et ça prend beaucoup de temps pour la soumission. Nous faisons aussi face aussi des données locales, d'être à mesure d'inclure. Donc, on n'a pas assez beaucoup de données sur les maladies, le nombre de patients. Alors, pour nous, vous avez déjà touché pendant votre présentation l'OMS, l'invite, le manque de décision, c'est quelque chose sur lequel on peut s'atteler. Et nous avons aussi les défis de soumettre les données, manque de numérisation, et c'est ce qui fait que le temps devient très prolongé. J'aimerais aussi soutenir l'accès vraiment aux médicaments pendant les essais cliniques. Qu'est-ce qui va arriver quand les essais cliniques arrivent à la fin pour le participant ainsi que la population? Nous passons maintenant au suivant. J'aimerais poser la question à la représentante de DNDi. C'est la même question. Quels sont les défis en ce qui concerne la réglementation auxquels vous faites face? Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi à tous. J'aimerais dire ici, nous voulons juste planter les décors donc de cette initiative développer donc et nous nous focalisons sur des maladies virales et ceci ça se passe dans un contexte contraint par des ressources. 30% des organes de DNDi sont en Afrique. Alors DNDi travaille donc aujourd'hui, comme nous vous parlons, donc 30 études en Afrique
dans 18 ans et la majorité dans la phase 1-2 en Afrique subsaharienne. Alors, comme vous pouvez le voir, DNDi se focalise sur donc des pays vraiment qui font face à des contraintes. Alors, je vais grouper 4 contraintes majeures. Je ne veux pas répéter ce qui a été déjà dit, mais je vais me focaliser sur celui-ci. Le premier, donc quand nous faisons des études de qualité de médicaments tropicaux, nous disons il n'y a pas de délai. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de référence. Donc, où il n'y a pas de délai, il y a un certain nombre en Afrique, mais ça, ce n'est pas le cas dans le cas du patient où le DNDi se focalise. Donc, ces études sont faites dans le pays avec peu d'expérience, ce qui va amener beaucoup de défis, car la plupart d'entre eux ont peu d'opportunités de faire de telles études, de telles maladies. Le deuxième groupe, donc, c'est les nouvelles entités cliniques. Nous voulons développer de nouveaux médicaments pour ces populations. Nous savons que les études d'enregistrement demandent des documents vraiment très détaillés. Donc, le risque, il y a un risque de signer, si je peux dire, où les données sont importantes et les documents ne doivent pas manquer. Et comme Samuel l'a déjà dit, il y a de plus en plus la complexité dans le processus de réglementation. Cela va augmenter ou accroître la difficulté de pouvoir accéder aux essais cliniques. Troisième, ce n'est pas toujours facile dans beaucoup de cas. Donc, nous faisons l'étude dans un pays et donc, parfois, aller dans d'autres pays, ce n'est pas facile. Donc, l'accès à des pays à revenus élevés, par exemple, des études que nous avons faites en Afrique, les 30, donc 18 de ces 30 études ont été faites seulement dans un seul pays. Nous croyons dans la collaboration sud-sud, mais dans votre cas, cela ne peut être possible. Nous avons utilisé, nous plaidoyons pour ça aussi vite que cela est possible. Le dernier, c'est nous faisons face dans la mise en œuvre de normes internationales. Donc, les délais, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Je peux donner beaucoup d'exemples pour les inspections, souvent avec des conclusions critiques qui ne peuvent pas être considérées comme critiques à cause de la mauvaise compréhension de la réglementation ou manque d'expérience et aussi le défi pour avoir. Ça, c'est les 4 groupes de défis auxquels nous faisons face en tant que DNDi. Donc, particulièrement dans les situations difficiles, c'est très, très difficile à cause de certaines maladies dans le pays où les conditions sont très difficiles. Merci pour ça. Passons maintenant au régulateur. Donc, NAFTAC, représentant de NAFTAC. Allô? Oui. Renaud. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites en NAFTAC pour rationaliser les procédures de la réglementation pour faciliter les demandes des essais cliniques ainsi que
recent aspirations in this Quelles area? sont les nouvelles leçons? Récemment, dans quelques années passées, nous avons découvert que nous avons beaucoup de demandes de essais cliniques dans notre pays et notre réponse, notre direction a fait beaucoup pour faire que nous sommes prêts de recevoir de demandes. Donc, au début de Avaref, donc en tant membre de Avaref depuis son inception, et cela a fait qu'on puisse avoir beaucoup de documents, des guides pour guider les sponsors et faire des essais cliniques en Afrique et donc au Nigeria. Nous avons nos directives sur les sites Internet pour informer les sponsors potentiels en ce qui concerne les essais cliniques au Nigeria. Et en dépit de ça, quelques années, donc nous avons développé donc une plateforme électronique pour les demandes, pour faciliter donc les sponsors. Et cela rend les choses faciles aux sponsors de consulter nos directives donc en ligne. Et cela nous aide parce que nous avons déjà le temps. Malheureusement, donc, quelqu'un a dit que certains pays n'ont pas le délai pour l'approbation des essais cliniques. Une fois de plus, j'aimerais ici insister que donc, la plateforme de Avarec aide comme une plateforme donc, de collaboration ainsi que de la fiabilité. Nous avons ajouté, par exemple, donc le délai de 60 jours ouvrables pour l'approbation des essais cliniques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis dans certains pays africains, mais ça, c'est le délai. Revenant maintenant au défi en ce qui concerne quand on avait le COVID, et donc avec ces délais de 60 jours, donc sur base des COVID, on devait vraiment réduire donc ces délais à 21 jours. Et cela a été une bonne chose pour nous, sachant que nous sommes limités en termes d'expertise. Alors, nous devons être vraiment très sensibles en ce qui concerne le délai que nous nous donnons. Merci beaucoup. Passons maintenant à l'autre régulateur, c'est le régulateur sud-africain, la représentante de SAPRA. Dites-nous un peu quels sont les changements qui ont été mis en œuvre pour renforcer donc, le cadre de la réglementation en Afrique du Sud. Merci beaucoup et bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci de cette opportunité de pouvoir engager dans ces engagements et très pertinent comme nous revenons de COVID. Et en tant que régulateur, nous pouvons dire qu'est-ce que nous avons fait pendant la COVID et qu'est-ce que nous avons appris de cette expérience et pouvoir aborder quelques défis que vous avez déjà touchés et ce que donc qui a été dit. Du point de vue des SAPRA, j'aimerais refléter sur 3 éléments que nous avons fait différemment pour que nous puissions mettre en œuvre comme nous avançons. Le premier élément, on avait des réunions de pré-soumission. Nous avons découvert que cela nous aide parce qu'on pouvait parler à certaines conceptions du travail, donc de l'étude. Donc, voir si ça aborde, des questions sont abordées dans la conception de l'étude, des questions des GCP. Alors, nous sommes dit que s'il faut avoir cette réunion avant la soumission, cela est important et certains des sponsors étaient en train de, par exemple, de soulever des questions de délai. Et nous nous sommes dit que ces mécanismes aident beaucoup pour réduire le temps
L'autre élément, c'est travailler avec les comités d'éthique. Et bien sûr, en tant que régulateur, dans notre cas, nous allons prendre la décision et nous allons dire cette décision est sous réserve, bien sûr, tout en attendant les décisions du comité d'éthique. Alors, en travaillant avec ces comités d'éthique, par exemple, si ce sont de nouveaux concepts ou s'il y a des incertitudes, alors nous, en travaillant ensemble, on fait que ce processus devient vraiment souple et aussi notre élément pas nécessairement avec la COVID, mais c'est là, donc, c'était nous rassurer que nous participons dans Avareb et j'aimerais aussi encourager les sponsors de ces mécanismes. Nous avons le savoir-faire, des programmes bien structurés et nous avons parlé de la numérisation et aussi le fait que cela est informatif. Et nous allons parler aussi des mécanismes qui sont considérés. Et je vois que en ce qui concerne l'étude des pays, utiliser Avaref, c'est vraiment une bonne chose. Et enfin, j'aimerais parler sur la numérisation donc, que nous avons, parce que SAPRA, nous allons bien sûr numériser les processus de demande, pas seulement faire que la demande devient facile, mais bon, faire que nous allons inclure des éléments dans cette plateforme numérique. C'est sur cette question de, donc, de l'aspect informatif des essais cliniques et comment nous rassurer que les données qui sont générées de cela peuvent nous aider à prendre des décisions. Merci beaucoup. De points très importants. Passons maintenant à l'autre panéliste, c'est le représentant de Avaref. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous poser aussi une question et vous allez répondre du point de vue de Avaref? Quelles sont les mesures dont on a besoin pour faire que les demandes des essais cliniques deviennent efficaces et attractives aux sponsors? Quelle est votre perspective? Merci beaucoup pour cette question excellente. Je pense que sur base de l'expérience donc du Forum du vaccin de l'Afrique, qui est le réseau donc, de toutes les autorités de la réglementation en Afrique, donc, y compris donc, les comités d'éthique établis depuis 2006 par l'OMS, il y a certaines mesures qui y ont beaucoup aidé. D'abord, quand vous êtes dans des essais cliniques conjoints ou des examens conjoints, la première chose, c'est clarifier les critères, les différentes règles qui peuvent faire partie des directives. Alors, adopter la directive ou les directives ainsi que la normalisation des outils et ces directives donnent des éclaircissements sur certains critères de l'examen ainsi que des étapes dans le processus, le rôle et les responsabilités de toutes les parties prenantes quand vous ramenez ensemble donc les régulateurs, les comités d'éthique, les demandeurs. Alors, vous devez définir tout cela, mais aussi les rôles de l'OMS comme étant le parapluie neutre, mais aussi les sponsors demandeurs. Donc, certaines mesures sont importantes. Par exemple, avoir de soumission donc harmonisée. Donc, et aussi le délai prédictible, comme vous pouvez voir, beaucoup de collègues qui ont parlé ici. Donc, l'un des défis qu'ils ont énuméré, c'est le délai. C'est comme si cela
démontre qu'il y a les défis, quand même il y a les progrès réalisés sur les continents, pour des délais de l'examen ainsi que de l'approbation. Alors, ayant vraiment cette harmonisation et aussi, pas au DCSLA, donc aussi l'OMS, donc avoir le parcours pour faciliter le processus, ça c'est ce que l'OMS et les CR, et comme vous le savez, en Afrique, nous avons plusieurs CR, donc les communautés économiques régionales, nous avons la CEDEAO, EAIC. Ce sont là, par exemple, des organisations parapluies pour organiser des réunions et aussi pour pouvoir des experts externes dans l'évaluation. Je pense que ce que je peux aussi dire pour terminer mon propos, c'est que je vois ici le besoin que les régulateurs et les demandeurs doivent se parler parce qu'avec l'expérience que nous avons, les régulateurs se plaignent que les exigences de demande ne sont pas vraiment satisfaites par le demandeur. Alors, ils pensent que les demandeurs sont vraiment ou causent ces retards. Alors, il y a besoin de pouvoir dialoguer pour que tout le monde puisse bien comprendre les processus. C'est ce que j'ai compris comme l'un des défis, malgré le grand progrès que nous avons réalisé. Bref, nous pouvons dire que la majorité des pays ou des régulateurs ont des comités. Ils sont en train de faire de grands progrès en termes d'avoir des systèmes transparents, avoir des directives qui éclaircissent les processus. Alors voilà ce que je peux dire. Comme nous tendons vers la fin, de prochaines questions, je vais demander aux panélistes d'être très, très court, 1 minute de réponse. D'abord, aux investigateurs, que va être que vous allez voir dans le cadre des réglementations? Your best guess that would make the things better, please. Donc, pour faire les choses mieux, To one of those is, j'avais mentionné ça. Si les chercheurs peuvent connaître avec certitude que le protocole va être examiné dans autant de temps, si les régulateurs disent que ça nous prend 4 semaines pour examiner le protocole, ils ne vont pas suivre les régulateurs répétitifs de manière répétitive pour avoir cette réponse. Donc, si on peut avoir une charte de recherche qu'on donne aux chercheurs pour dire que les régulateurs s'engagent à pouvoir respecter les délais, cela va être vraiment un grand boost, la prédictibilité. Nous passons maintenant à IFPME. Sur base de votre expérience, qu'est-ce que vous proposez en tant que solution pour surmonter les difficultés? Mais c'est difficile d'être courte. L'harmonisation, l'harmonisation des procédures et le travail en collaboration et la fiabilité. Je pense que l'Agence de médicaments africains peut jouer ses rôles, bien sûr, avec le support d'autres, le dialogue. Je pense que le partenariat public et privé, ceci va aider peut-être pour renforcer la recherche clinique
et apprendre les uns des autres. Je pense que ce genre de forum, nous apprenons des expériences de l'Afrique du Sud du Nigeria, mais nous pouvons apprendre aussi les uns des autres. Alors, nous pouvons répéter ou dupliquer ces opportunités. So DNDI now, Merci. what would be DNDI, proposed solutions to quelle est la overcome solution proposée pour challenges you surmonter those le barrière que vous avez the solutions, please? énumérées? Nous avons beaucoup de solutions. D'abord, donc apprendre les uns des autres dans l'évaluation. Donc, nous pouvons partager et apprendre les uns des autres. Pour moi, Timothy addressed it. It's really donc, to me Tracy, c'est scientific advice donc rencontrer les autorités et aussi nous pouvons quitter cette réunion conjointe avec les comités d'éthique et de régulateurs parce qu'il y a beaucoup de duplications. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées face à face, les protocoles, l'étude, le processus en collaboration avec le partenaire tel que l'OMS et le dernier. Je pense qu'il y a besoin de faire que le réglementation adoptée, ces délais encouragent avoir une approche à base du risque, qu'on puisse aller en détail. Je pense que nous pouvons aborder et certains des arguments, des exemples pour améliorer ces réglementations. Thank you. And, Merci. of course, the ICG 6 has been Donc, recently ISCC 6 est en train de connaître des révisions majeures et je pense que ces révisions, ces principes de révision vont faire que la recherche va être donc pragmatique parce que il y a eu des inspecteurs et ainsi de suite. Passons maintenant au suivant, au représentant de NAFTAC. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour collaborer avec les comités d'éthique? Et donc, comment est-ce que vous offrez aussi le soutien à ces comités d'éthique? Ouvrez votre micro. Thank you. Merci beaucoup. Je pense, comme il a été dit, il est en train de grésiller. Et la plupart du temps, donc Avaref et les comités, donc nous pouvons consolider en termes de relations. Nous devons signer le mémorandum de compréhension avec le comité. Nous avons organisé des évaluations conjointes avec le comité d'éthique et cela a bien réussi. Nous avons organisé des formations conjointes aussi et pour amener les chercheurs pour qu'ils puissent de notre processus. Cela nous a rapprochés pour que s'il y a des questions, nous partageons les informations entre nous-mêmes. Cela nous a vraiment rapprochés. Et je me rappelle, même pour le Nigeria, nous avons un organe donc, qui est le comité de coordination d'éthique. Alors, toute politique que nous voulons mettre en œuvre et que nous voulons que le comité d'éthique et ce comité national peut toujours dispenser ça à d'autres comités et cela nous a aidé de travailler ensemble et nous cherchons à améliorer ça davantage. Nous pouvons passer maintenant. J'ai une question à Sapra et peut-être dire l'élaboration
de la présentation du docteur de l'OMS qui parlait de la fiabilité dans la réglementation des essais cliniques. Et comment est-ce que vous, en tant qu'autorité de la réglementation en Afrique du Sud, comment comptez-vous sur la fiabilité en utilisant certains éléments de fiabilité dans vos pratiques? Merci. Yeah, SAPRA, South Sapra, Africa. I think there was something happening with il y avait quelque chose qui s'est passé là avec Sapra. Got disconnected. This is to me. I missed it when you. J'étais déconnecté. Alors, si Uh, vous pouvez reposer la question. so can I ask it again? Yes, please. Yes. Well, as you remember, Dr. Samuel Azatian. Vous vous rappelez, Dr. Samuel avait parlé de la fiabilité dans sa présentation. Alors, je me demandais, est-ce que vous utilisez quelques éléments de fiabilité dans votre travail quand vous êtes en train de faire la réglementation des essais cliniques? Non, pour les essais cliniques, donc, car ceci est produit de l'investigation, bien sûr, dépendant de quelle phase des essais cliniques. On ne peut pas avoir les données, pas seulement la fiabilité, mais à travers AVRAF pour accéder les données ailleurs, donc pour faire de pratiques sur les évaluations collaboratrices. Merci beaucoup. Enfin, à AVRAF, What is in your perspectives? selon votre perspective, qu'est-ce qui doit être fait pour faire que AVRAF puisse être plus efficient que ce qu'il est aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense ce que nous essayons de faire, par exemple, nous avons l'initiative que nous appelons donc l'automatisation de processus de réglementation pour voir comment est-ce que donc on peut optimiser le processus pour enlever les inefficacités, tout ce qui peut faire que le système puisse devenir inefficace, et aussi identifier les domaines de soutien tels que renforcement des capacités. Nous avons commencé ce processus et nous avons déjà fait ce processus d'optimisation au Ghana, en Ouganda, au Rwanda, au Kenya et au Nigeria. Alors, ça, c'est un effort que nous allons utiliser pour guider d'autres pays. Nous voulons aussi soutenir les pays d'atteindre le niveau de maturité, et parce que donc cela nous aide avec l'outil de benchmarking pour aborder tous les éléments. Donc quand nous parlons de la fiabilité maintenant, certains des sous-indicateurs, nous devons les avoir. Nous voulons aussi nous rassurer que l'engagement de pays puisse augmenter. Pour ça, nous avons développé, et cela a été le protocole d'accord, donc les autorités et donc de réglementation. Ces protocoles d'accord ont été signés et nous voulons que d'autres pays puissent signer pour nous rassurer que ce que nous sommes accordés dans le pays, les processus, donc en termes de temps, qu'on ne puisse pas vraiment dévier tout cela pour que ce soit vraiment. Et enfin, nous devons aussi travailler avec donc ce sens, donc au niveau nous devons soutenir
pour que puissent donner leur décision en tant que ça, nous espérons que ça va améliorer. Merci à tous les panélistes pour des contributions vraiment. Je vais maintenant passer à ma co-modératrice de pouvoir avoir des questions et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Lambert, et merci à tous nos panélistes pour ces discussions vraiment intéressantes. J'aimerais aussi remercier le participant et le public pour vos questions. Malheureusement, comme Lambert l'a dit, c'est comme si nous n'avons pas le temps. Nous devons faire de notre mieux à prendre des questions. Donc, vraiment, que nous pouvons prendre avec le temps. La première question que nous avons reçue, ce que nous avons remarqué, c'est le manque de collaboration entre les agences nationales de réglementation et les comités nationaux d'éthique. Comment est-ce que vous pouvez faire qu'ils puissent travailler ensemble? Je pense, même si je peux prendre cette question et la poser à... Je pense que donc Georges a déjà répondu à cette question dans sa présentation concernant Avaref, qui est un grand exemple. Et même Benoît, dans sa présentation, a déjà répondu. Nous avons déjà les exemples, comment ces problèmes ou ces questions sont résolus en Afrique et comment est-ce qu'on peut les étendre dans d'autres régions. Merci beaucoup, docteur. Et je pense, je cherche à des questions qui n'ont pas été répondues. Quelle est l'opinion de l'OMS concernant l'inspection du travail? Quels sont les critères pour décider? Est-ce que l'OMS travaille avec d'autres tels que IMA? Et je pense que vous avez déjà couvert ceci. Je ne sais pas si vous pouvez élaborer ici. Je pense, Georges, donc de pouvoir parler davantage sur... Oui, comme nous l'avons dit, pour développer de meilleures pratiques, donc des directives sur les meilleures pratiques qui ont été adoptées par beaucoup de pays dans les continents et cela a été converti dans une formation en ligne. Et on donne des directives aux pays sur les objectifs où peuvent décider donc l'inspection basée sur les risques en ce qui concerne sur base aussi de la capacité des ressources humaines et aussi la responsabilité et donc alors nous devons prioriser cela. Comment est-ce qu'ils peuvent planifier les inspections et aussi avoir les inspections conjointes? Thank you very much for those responses. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous passons maintenant à l'autre question. Selon la perspective de l'industrie pharmaceutique, de l'environnement régional et mondial, donc la pharmacovigilance, à cause de différents rapports qui doivent être produits et dans peu de temps, est-ce que la standardisation concernant donc ces cliniques dans les différents pays, est-ce que vous pensez que toutes les parties prenantes peuvent en bénéficier, le patient, l'industrie et les autorités?
Y a-t-il des plans et des initiatives à cet effet? Alors, on pose cette question à Tomi de l'Afrique du Sud et puis NAFTAC. Tomi, voulez-vous commencer? C'est lié à la standardisation et ça, c'est un élément important, un élément que nous tous en tant que régulateurs, particulièrement pour, c'est un élément, il serait important parce que ça informe les essais cliniques donc, qui sont soumis et le plan de gestion des risques. Et c'est ici que nous cherchons dans notre plateforme de PIV. Ça ne s'est pas encore passé, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de discuter. Nous voulons aussi mentionner que nous avons les projets qui impliquent pour nous rassurer, pour utiliser la même plateforme pour de tels engagements. Merci beaucoup. Yes, absolutely. I think reporting safety Absolument. is very key. Donc, I want to refer c'est très important. Je ne veux pas vraiment... on a développé une nouvelle directive pour nous rassurer que cela va nous aider d'avoir un système donc, que vous êtes en train de soumettre. Vous pouvez utiliser cette plateforme. Alors, pour le moment, AVREP a donc publié des documents et je pense que parlant des questions de système, et le Nigeria fait partie de ça. Et avec ça, nous voulons voir comment on peut avoir la pharmacovigilance, l'information sur la pharmacovigilance. Merci. Merci beaucoup. En termes de temps, je vais arrêter donc cette session de questions et réponses. Merci tous pour vos questions et réponses. Comme nous l'avons dit, ça c'était la première de plusieurs webinaires que nous allons faire. Je vais maintenant passer la parole à Lembet pour le mot de clôture. Merci tout le monde, le panéliste, aussi les participants. Je pense que c'était une bonne expérience. Et comme nous commençons cette série, nous pouvons apprendre ce que nous avons appris de vous aujourd'hui en faisant quelques ajustements comme nous continuons et peut-être avoir qu'on puisse avoir pour pouvoir résoudre certaines questions spécifiques. J'aimerais terminer comme toutes les parties prenantes dans la santé publique qui pose un peu de problèmes. Vous pouvez toujours être mieux demain et prenons ça de manière concrète pour voir ce qu'on peut faire mieux demain, car demain, nous vivons tous dans l'avenir et pour qu'on arrange les choses qu'on n'a pas pu bien faire, il y a beaucoup à faire. Alors, engageons-nous et nous pouvons faire les choses mieux demain. Merci.